7,3 millions de déplacés. Plus de 520 000 personnes forcées de fuir leur foyer. Des villages entiers rayés de la carte. Et pourtant, silence radio à l'Élysée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 mensonges que la diplomatie française ne veut surtout pas que vous découvriez sur le massacre en cours au Kivu. Aujourd'hui, on va parler de ce dont personne ne parle dans les médias mainstream français. Entre janvier et juillet 2024, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise ont lancé des armes explosives dans des zones densément peuplées plus de 150 fois. Ces attaques ont tué plus de 100 civils et blessé des centaines d'autres. Mais pourquoi ? Pourquoi Emmanuel Macron, qui se pose en champion des droits de l'homme, ferme-t-il les yeux sur ce qui se passe à seulement quelques heures d'avion de Paris ? Le 23 avril 2024, Macron et Kagame ont abordé la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aucune condamnation ferme. Accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre vision de la politique africaine de la France. Ce que je vais vous dire maintenant, aucun média français n'ose le formuler aussi crûment. La France a signé un pacte de silence avec le sang du Kivu. Un rapport d'avril 2024 affirme que 3 000 à 4 000 militaires rwandais combattent activement aux côtés du M23. L'armée rwandaise a, de facto, pris le contrôle et la direction des opérations du M23. Et son intervention militaire a été déterminante dans la spectaculaire expansion territoriale réalisée entre janvier et mars 2024. Le 29 et 30 novembre 2022, 7 300 000 déplacés. Le 29 et 30 novembre 2022, le M23 a commis le plus important massacre depuis sa fondation, en tuant plus de 171 civils à Kichiché. Et la réaction française ? Néant. Pire, quand Félix Tshisekedi supplie la communauté internationale d'agir, Paris détourne le regard. Depuis le début de 2024, l'armée rwandaise et le M23 bombardent sans discernement des camps de déplacés près de Goma. L'ONU et l'Union africaine doivent faire pression pour qu'ils cessent de violer le droit international humanitaire. Mais attendez, il y a une raison, ou plutôt 3 raisons, 3 mensonges monumentaux que la France se raconte à elle-même pour justifier sa lâcheté. Et je vais vous les exposer un par un. Premier mensonge, et attention, celui-là, il pèse lourd. La France est prisonnière de son passé génocidaire. En mai 2021, à Kigali, Macron a déclaré « C'est avec humilité et respect que je me tiens à vos côtés en ce jour et je prends conscience de l'ampleur de nos responsabilités. » Macron a reconnu que la France et ses alliés pourraient être stoppés le génocide, mais lacked the will to do so. La France avait la capacité d'intervenir et prévenir le génocide, mais échoua par manque de détermination. Le rapport Duclerc, de 1200 pages, expose comment la France de Mitterrand a soutenu jusqu'au bout le régime Abiyarimana. L'opération turquoise, officiellement humanitaire, officieusement, une couverture pour l'exfiltration des responsables du génocide. Mais voici où ça devient vraiment tordu. Kagame lui-même l'a dit en avril 2024. Les relations entre le Rwanda et la France sont bonnes, mais il reconnaît qu'il y a des personnes et peut-être des structures en France qui sont freinées par ce qui s'est passé dans l'histoire. Ils vivent encore politiquement dans le passé. Kagame, le président rwandais actuel, il sait. Il a les dossiers, il a les noms, il a les preuves de ce que la France a vraiment fait en 1994. Et aujourd'hui, il utilise ce chantage historique comme une arme diplomatique. La France a reconnu sa responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda. La visite du président Emmanuel Macron au Rwanda en 2021 a marqué un tournant dans les relations bilatérales. Et regardez ce qui s'est passé juste après cette reconnaissance. Le 6 avril 2024, la France et le Rwanda ont signé un accord de coopération militaire. La France va débloquer 400 millions d'euros entre 2024 et 2028 en faveur de l'armée rwandaise. 400 millions d'euros pour l'armée qui massacre Kivu. C'est ça le prix du silence sur 1994. C'est ça. Deuxième mensonge, et celui-là il est encore plus cynique. La France sacrifie le Kivu pour sauver ce qui lui reste d'influence en Afrique. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a été élue à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie avec le soutien de la France, malgré le Dire Human Rights Record du Rwanda. En avril 2024, le ministre français des Affaires étrangères a signé un accord de partenariat de développement de 400 millions d'euros avec son homologue Rwanda, indiquant la convergence stratégique entre Kigali et Paris. Vous comprenez le deal. Kagame offre à la France une vitrine de réussite en Afrique anglophone. En échange, Paris ferme les yeux sur les petites aventures militaires au Kivu. Étant donné l'empreinte russe en Afrique centrale et orientale, l'armée rwandaise semble particulièrement adaptée pour servir de force proxy pour les acteurs occidentaux. Cette stratégie soulève des doutes et des contradictions. La première concerne comment les acteurs occidentaux s'engagent avec des régimes non démocratiques, soulevant la question des doubles standards occidentaux. Le M23 contrôle les voies de transport depuis la ville minière de Rubaya, prise le 30 avril 2024. Le coltan, la castitérite et le manganèse extrait sont mélangés à la production rwandaise dans une stratégie de blanchiment. À Rubaya, les rebelles contrôleraient le commerce de 120 tonnes de coltan par mois pour un gain d'au moins 800 000 $ mensuels. Total, Bolloré, Orange, tous ont des intérêts directs ou indirects dans la région. Vous croyez qu'ils vont laisser Macron foutre en l'air leur business pour quelques incidents humanitaires ?
L'utilisation par Kagame du déploiement de troupes dans des opérations multilatérales a détourné l'attention internationale des violations des droits de l'homme au niveau national. Face aux menaces des donateurs de réduire l'aide en raison des violations des droits de l'homme, le gouvernement de Kigali menace de retirer ses troupes des missions multilatérales. C'est du chantage pur et simple, et la France cède à chaque fois. Troisième et dernier mensonge, le plus pathétique, la France est devenue trop faible pour agir. La relation Kigali-Paris est basée sur plusieurs facteurs qui en font un partenariat gagnant-gagnant. La décision de Paris de renforcer ses liens avec un acteur pertinent pour la sécurité africaine ne doit pas être lue uniquement dans le contexte de la réduction de la présence française en Afrique. Les transformations au niveau mondial sont le premier facteur à considérer. Depuis plusieurs mois, les États-Unis, la France, la Belgique et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires et ses missiles sol-air du sol congolais et de cesser son soutien au M23. Demande restée jusque-là sans effet. Sans effet. La France demande gentiment et le Rwanda s'en fout. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré le 20 juin sur France 24 être prêt à se battre contre la RDC s'il le fallait, tout en éludant la question de la présence actuelle de l'armée rwandaise en RDC. Et la France, silence radio. On préfère laisser massacrer le Kivu plutôt que d'être accusé de paternalisme colonial. Les forces démocratiques alliées, avec plus d'1 millier de victimes en 2023, sont présentées comme le groupe armé le plus meurtrier envers la population civile dans l'est de la RDC. La France a tellement peur de Wagner et de l'influence russe qu'elle préfère laisser le Rwanda contrôler l'est du Congo plutôt que de voir les Russes débarquer. Alors, résumons. Pourquoi la France ferme les yeux sur le massacre du Kivu ? Verrou numéro 1, le chantage historique. Les relations se sont considérablement améliorées après que Macron ait reconnu la responsabilité historique du génocide de 1994 et exprimé le désir de reconstruire les liens. Verrou numéro 2, le calcul géopolitique. Kagame a salué Macron en disant qu'il apportait une freshness dans le monde politique. Il n'était pas surpris par la nomination historique de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'OIF. Verrou numéro 3, la paralysie militaire. Les États-Unis, la France, la Belgique et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires du sol congolais et de cesser son soutien au M23. Demande restée jusque-là sans effet. Et le prix de cette triple lâcheté ? Plus de 7,3 millions de déplacés en avril 2024. 40% des civils blessés cherchant des soins dans le Nord Kivu sont de victimes de bombardements. 122 960 cas de violence basés sur le genre signalés en 2023, une augmentation de 3% par rapport à 2022. Les incidents de violence sexuelle contre les enfants ont augmenté de 40%. Au moins 35 morts dans un bombardement d'un camp de déplacés en mai 2024. Le 3 mai 2024, une roquette a frappé un camp, tuant au moins 18 civils, dont 15 enfants, 6 ayant moins de 5 ans. Voilà le vrai visage de la diplomatie française en 2024. Maintenant, j'ai une question pour vous, la famille Afrostratège. Selon vous, quel est le facteur le plus déterminant dans la lâcheté française ? A. Le chantage historique sur le génocide de 1994. B. Le calcul géopolitique pour sauver l'influence française. C. La faiblesse militaire et la peur d'un nouvel échec. Le 15 décembre 2024, tout était prêt. Les ministres s'étaient réunis la veille, les documents étaient paraphés. Félix Tshisekedi avait fait le déplacement à Luanda. Mais Paul Kagame ne viendrait pas. Kigali estimait que le sommet n'était plus pertinent après l'échec des négociations ministérielles. C'était le signal. L'accord de paix venait de mourir avant même d'être né. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda étaient attendus ce dimanche à Luanda, en Angola, pour un sommet tripartite, organisé sous l'égide du président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, consacré à la recherche d'une solution pacifique. Mais pendant que les diplomates palabraient dans les salons feutrés de Luanda, sur le terrain, les armes parlaient déjà. Depuis ce 15 décembre, de nouveaux affrontements opposent les FARDC aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans la localité de Matembe. Les rebelles, lourdement armés, utilisent des chars de combat et de l'artillerie lourde dans une tentative de déloger l'armée congolaise. La machine de guerre s'emballe. Après l'annulation du sommet, les affrontements entre les belligérants redoublent d'intensité pour le contrôle de diverses localités dans la province du Nord Kivu. Dans le territoire de Lubero, selon l'ONU, 100 000 personnes ont déjà fui les combats depuis le 2 décembre. Les chiffres donnent le vertige. Après une période d'accalmie suite au cessez-le-feu d'août 2024, les affrontements s'intensifient après l'annulation du sommet de Luanda prévu pour le 15 décembre. Les tensions ont franchi un nouveau seuil d'intensité ce 19 décembre 2024. Les combats se concentrent dans les localités de Mambasa, de Kanyambi et de Walikale, avec des hostilités débutées à 4h30 du matin. Le 15 décembre, après 10 jours de violents affrontements, Matembe, verrou stratégique pour la défense de Lubero Centre, est conquise par le M23, équipé de chars de combat et d'artillerie lourde. Le grand jeu des minerais. Washington entre en scène. Changement de décor. Nous sommes maintenant en juin 2025. 6 mois après l'échec de Luanda, un miracle diplomatique se produit à Washington. Le 27 juin 2025, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nudungirere, signent un accord d'épée à la Maison-Blanche, en présence du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi Washington ? La réponse tient en un mot. Minerais.
L'accord cherche à lier les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains à travers un cadre économique. Donald Trump a clairement avoué que son implication dans le conflit congolais était conditionnée à l'accès des États-Unis aux minerais stratégiques de l'Est de la RDC. Il y a surtout un point concernant la gestion des ressources minières entre le Rwanda et la RDC. L'objectif serait d'instaurer une forme de coopération économique dans le secteur minier entre les deux pays, probablement avec la participation de compagnies américaines. C'est d'ailleurs la principale raison de l'implication des États-Unis. L'Est de la RDC est riche en ressources naturelles, notamment de l'or ou du coltan. 60 à 80% des réserves mondiales de ce minerai stratégique sont situées dans cette région du Kivu. Ce sont des ressources minières exploitées dans des conditions souvent inhumaines, dont les revenus sont détournés par les différents groupes armés, dont le M23. Voilà le véritable enjeu. Pas la paix, pas les droits humains, le coltan. Ce minerai indispensable à chaque smartphone, à chaque ordinateur, à chaque missile guidé de l'arsenal américain. L'accord de Washington, un marché de dupes? Analysons ses promesses. L'accord appelle au retrait des troupes rwandaises de la RDC et à l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale dans les 90 jours, la création d'un mécanisme joint de coordination de la sécurité dans les 30 jours et le désengagement, désarmement et intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Le cœur de l'accord reste le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, appelé pudiquement mesure défensive, et la neutralisation des FDLR que Rwanda considère comme une menace existentielle. Kinshasa se satisfait du respect de son intégrité territoriale et Kigali a obtenu que ces dispositions soient réalisées contre la neutralisation des FDLR. Le premier obstacle réside dans la neutralisation des FDLR qui doit ouvrir la voie au désengagement des forces rwandaises. Les deux séquences sont liées, ce qui met la pression sur Kinshasa. Le hic, c'est que le groupe armé collabore avec les FARDC pour combattre le M23. Dernière incertitude, depuis 20 ans, la lutte contre les FDLR n'a jamais porté ses fruits. En 2005, 2009 ou 2024, l'armée congolaise n'a jamais réussi à éradiquer ce groupe armé même avec l'aide de l'armée rwandaise. Le M23 a déjà indiqué qu'il ne se considérait pas lié par un éventuel accord entre le Rwanda et la RDC, alors même qu'il bénéficie du soutien de Kigali. Alors que l'accord venait tout juste d'être signé à Washington, le M23 a relancé son avancée vers Uvira, dernière grande ville du Sud Kivu encore sous contrôle des autorités congolaises. Le processus de Doha, une négociation impossible. Parallèlement à Washington, Doha tente sa chance. Il était rapporté que les négociations faisaient peu de progrès en raison de désaccords sur le retour de l'autorité de l'État, avec le M23 voulant une restauration graduelle sous un gouvernement d'unité nationale, tandis que le gouvernement congolais voulait un retrait inconditionnel du M23. Le M23 voulait également un partage du pouvoir dans les institutions gouvernementales congolaises et autonomie pour l'Est de la RDC. Le 27 janvier 2025, le M23 prend le contrôle de Goma, et le 16 février 2025, il prend le contrôle de Bukavu, les capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu. 27 juin 2025, signature de l'accord de Washington dans l'urgence. 19 juillet 2025, dans le cadre de processus de Doha initié en mars 2025, une déclaration de principe est signée entre le M23 et le gouvernement congolais, établissant un cadre pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Au final, qui gagne dans cet accord impossible? Les États-Unis. L'accord vise à établir un cadre d'intégration économique régionale entre les deux pays, basé sur le trémar du minerai critique qui impliquera les États-Unis. Le Rwanda continue de contrôler de facto l'Est du Congo à travers le M23. Le M23 a continué à établir des institutions étatiques parallèles dans le territoire sous son contrôle. Pendant que les diplomates signent des accords, plus de 520 000 personnes forcées à fuir leur foyer selon les Nations Unies. Depuis début 2024, l'armée rwandaise et le M23 ont bombardé sans discernement des camps de déplacés près de Goma. Une requête du 3 mai 2024 a tué au moins 17 civils dont 15 enfants. Des milliers de personnes ont fui les zones de combat. La situation reste fragile et l'escalade des combats relève des inquiétudes quant à l'impact sur la population civile déjà durement touchée. Washington et Doha devront assurer le suivi des engagements pris et mobiliser leur influence pour inciter Kinshasa et Kigali à honorer leurs obligations. Ils devront souligner l'urgence d'un retrait des troupes rwandaises, tout en insistant sur la nécessité pour Kinshasa d'envoyer des signaux clairs quant à la démobilisation des Wazalendo. Ils devront veiller à ce qu'aucune des parties n'impose de nouvelles conditions irréalistes. Mais qui croit encore à ces promesses? L'accord de Washington n'est qu'un énième épisode dans une série d'échecs diplomatiques. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés depuis la reprise des combats en 2021. Les accords qui avaient tenu par le passé ont tous fini par être rompus. La guerre de 2008 s'était terminée par un accord de paix. Celle de 2012 aussi. C'est un conflit qui n'a cessé de ressurgir parce que les parties prenantes, notamment le Rwanda, y avaient un intérêt. Nous sommes maintenant en novembre 2025. L'accord de Washington a 6 mois. Le M23 contrôle toujours Goma et Bukavu. Les FDLR n'ont pas été neutralisés. Les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais. Le chargé d'affaires congolais dénonce la poursuite de l'agression rwandaise et les massacres, les RIUP, les recrutements forcés commis par la coalition formée par l'armée rwandaise et le M23. Le Rwanda vient de signer un accord dans lequel il s'engage à retirer ses troupes. Nous espérons que cette fois les États-Unis sauront imposer des sanctions à la mesure de ces forfaitures en cas de récidive. La tension est à son comble. L'accord de paix n'est plus qu'un chiffon de papier. Le calendrier prévoit que la neutralisation des FDLR devrait s'étaler sur 4 mois. Le contenu du deal économique minerai contre sécurité doit faire l'objet d'un nouvel accord en septembre. Pour un règlement rapide et définitif du conflit, il faudra éviter les multiples choses trappes. Mais les choses trappes, elles sont déjà là. Elles s'appellent coltan, or, castitaire. Elles s'appellent pouvoir, territoire, survie. Elles s'appellent M23, FDLR, Wazalendo. L'accord RDC-Rwanda n'est pas un accord de paix, c'est un cessez-le-feu déguisé, un répit avant la prochaine offensive, un partage temporaire du butin entre Washington, Kigali et les seigneurs de guerre.
Et pendant ce temps, dans les camps de déplacés de Goma, dans les collines ensanglantées du Lubero, dans les villages fantômes du Massissi, le peuple congolais continue de payer le prix du grand jeu des minerais. L'accord de Washington, c'est l'accord du silence. Le silence des fusils qui se rechargent, le silence des diplomates qui comptent leurs commissions, le silence des morts qu'on ne compte plus. Car, au Kivu, la paix n'est qu'une parenthèse entre deux massacres, et l'accord de 2025 ne sera, comme tous les autres avant lui, qu'une ligne de plus dans le livre sanglant de l'histoire congolaise. Pendant ce temps, la France dépense 400 millions d'euros pour l'armée rwandaise qui massacre. C'est ça la priorité de la France? Le représentant de la RDC à l'ONU a appelé l'ONU à sanctionner toute personne impliquée dans cette agression et à exiger le retrait sans condition des troupes rwandaises de la RDC sous peine de sanctions. Mais la France reste muette. On ne peut pas pleurer sur l'Ukraine et ignorer le Congo. Alors ne rate pas notre dernière vidéo, regarde immédiatement cette vidéo qui apparaît à l'écran.